Interview du Point avec Anna Cabana qui ne va pas tarder à être présente sur ce studio. Voilà, elle est là. Bonjour Jean-François Copé. Alors Jean-François Copé, vous aimez tout ce qui est hyper. Vous avez passé 3 ans et demi à promouvoir un hyper-parlement en face de l'hyper-président. Et là, on s'étonne de ne pas encore vous avoir entendu dire que vous comptiez faire de l'UMP un hyper-parti. Alors rassurez-nous, c'est le cas ? C'est vrai que j'ai pas choisi de préfixe cette fois-ci, parce que en fait, lorsqu'il s'agissait d'hyper-parlement, c'était, rappelez-vous, on avait, à l'initiative de Nicolas Sarkozy, donné plus de pouvoir au Parlement en changeant la Constitution, et donc il y avait un vrai souci de monter en puissance. Là, le rôle du parti n'est pas de monter en puissance, il est tout simplement de faire son travail. Voilà. Et quel est le travail d'un parti à 18 mois de la présidentielle? C'est 2 choses. Premièrement, c'est organiser la levée en masse. Et il y en a bien besoin, c'est-à-dire à faire un appel à chaque Française et chaque Français qui a envie de dire des choses, de dire, écoutez, très bien, l'UMP, sous ses diverses composantes, ses fédérations militantes dans les départements, mais aussi les clubs que nous associons à nos réflexions, vous sont ouverts pour que vous disiez ce que vous avez sur le cœur. Voilà, lâchons-nous, mais à une condition, c'est qu'on n'est pas uniquement pour critiquer, on est aussi pour proposer. Et puis le deuxième objectif, c'est de faire un projet. Et c'est pour ça que vous m'avez vu lancer tous ces débats. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, c'est le même processus, il y a des critiques, etc. Mais je n'imagine pas qu'on puisse mener une action s'il n'y a pas de débat. Oui, j'entends bien, mais en même temps, sur les débats, vous êtes accusé jusque dans votre propre camp, au fond, de donner un peu le tournis, d'être anxiogène. Et on se demande si vous le faites exprès, c'est-à-dire que d'être un agitateur. Non. Alors, anxiogène, ce qui est à mon sens anxiogène, c'est de ne pas faire de débat du tout. Ça, quand j'entends quand tel ou tel dit « Ouh là là, il ne faut pas faire ce débat, il est dangereux », je me dis non, ce qui est dangereux, c'est de ne pas faire le débat. Parce qu'en vérité, les gens, ils le font chez eux, le débat, dans la table familiale. Donc si nous, on fait semblant de ne pas entendre ce qui se dit en termes de bon sens dans les déjeuners familiaux des Français ou avec les amis, on est à côté de la plaque. C'est plus la peine de faire ce métier. Oui, mais en tant que patron d'un parti politique, vous avez le choix disons, d'accentuer les divisions, de les mettre au jour, ou alors de jouer les rassembleurs. On ne vous voit pas vraiment rassembleur. C'est-à-dire qu'il y a deux... Enfin, on ne vous voit pas. Ça dépend de quel côté on regarde et avec quels yeux. Mais je sais que vos yeux sont, de ce point de vue, très multiformes. Donc, vous pouvez forcément faire la différence. Il y a 2 manières de rassembler. La première, elle consiste à le faire à l'eau tiède, ne pas déranger. C'est en gros ce qu'a fait François Hollande pendant les 10 ou 12 années où il a été premier secrétaire du Parti socialiste. Alors, vraiment... Comme on dit quand on fait quand on passe le brevet ou le bac, on ne dérange pas le correcteur. Voilà, c'est-à-dire on dit des trucs qui vraiment ne dérangeront personne. Ça, vous êtes sûr de rassembler au plus petit commun dénominateur. J'ai fait un autre choix, c'est celui de rassembler sur des idées fortes qui correspondent à ce qu'on a envie d'évoquer depuis des années mais qu'on n'ose pas faire, en pensant que c'est une bonne manière de créer du débat au sens Mais noble. dans le rassemblement, Jean-François Copé, il y a aussi le rassemblement des hommes. Et là, ce qu'on voit, c'est que vous arrivez en critiquant d'emblée le bilan de votre prédécesseur, donc Xavier Bertrand. Vous ne adjoignez pas les talents de jeunes gens comme Ramayad, que vous laissez partir, ou de Laurent Wauquiez, que vous écartez. Le sarkozyste historique, Christian Estrosi, ne trouve pas sa place. Au fond, il y a pas... C'est pas vraiment... Là, on est dans l'exclusion. C'est l'air brûlé, hein. Oui, là vous êtes un peu sévère quand même, parce que, et en même temps je ne peux pas croire que vous pensiez tout ce que vous dites, parce que vous avez regardé l'équipe que j'ai composée. Vous avez regardé l'équipe que j'ai composée. Oui. Non, et laissez-moi vous dire, j'ai proposé à des personnalités aussi diverses que Nadine Morano, dont on ne peut pas dire que nous étions forcément très liés au départ, que j'ai associé également un certain nombre de ministres. Oui, mais ce faisant, un certain nombre de députés, de sénateurs. Bien sûr, mais vous avez laissé se constituer un front anti-Copé. Écoutez, on verra bien. Vous savez, je ne suis pas certain que ce type de front ait beaucoup de sens dès lors qu'on veut être rassemblé et qu'on veut travailler pour le président de la République. Et dans ce front, un mot sur François Fillon. L'autre jour, on lui a posé la question, donc, qui est le chef de la majorité? Il a répondu en riant. Je crois que c'est évident. Est-ce que c'est aussi évident pour vous, Jean-François Copé? Moi, je crois que oui, ce genre de querelle n'a absolument aucun sens. Voilà, donc c'est ça l'évidence. Ça n'a pas de sens. Tiens, alors écoutez. Non mais attendez, on ne fait pas le même métier. Quand vous êtes Premier ministre, vous conduisez l'action gouvernementale. Oui. Quand vous êtes en charge du parti à 15 mois de la présidentielle, vous organisez la préparation du projet pour la présidentielle et vous organisez les conditions de la victoire de notre candidat. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait de quoi vraiment faire des combats de chefferie. Oh, bon, on a vu ça dans le passé oui, déjà. Mais justement, je connais bien mon histoire de France.
France. Ah ben alors on a envie quand même de vous demander quelles sont vos relations avec François Fillon, parce que vous aviez raté le début de son discours de politique générale et vous avez dit « je m'excuse, jamais, plus jamais je ne recommencerai ». Eh ben voilà Tipa, c'était le 12 janvier dernier, devant les jeunes de l'UMP. Écoutez ce que vous disiez juste après le discours de François Fillon. Vous en aurez partout des conservateurs, y compris dans notre famille politique, c'est vendu avec, hein. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de raison. Vous l'avez encore vu là ces derniers jours sur ces deux débats qui sont, mais quelle horreur, parler des 35 heures et de la fonction publique. Oulala, bon, eh ben on va le faire, je suis désolé, on va le faire. Voilà, et juste avant, François Fillon avait dit « il ne faut surtout pas allumer des débats factices ». Non, il avait dit que c'était dangereux et inutile. Oui, alors c'est un point de vue qui n'est pas le mien, mais oui. c'est pas pour ça qu'on a mais des vous mauvaises remettez relations. Ça, vous avez remis le couvert là, par rapport à François Fillon. Ça n'a rien à voir. Mais écoutez, il faut faire attention quand on ajoute des images les unes aux autres. Il ne faut pas croire que les gens qui les regardent ne font pas les liens quand même, et même corriger un petit peu le tir. Vous parlez d'un premier truc qui est effectivement que je suis arrivé en retard à son discours, j'en étais désolé. Bon. Là... Comme j'ai été bien élevé par mes parents, je vais me présenter mes excuses, très bien, mais là je ne vais pas présenter mes excuses, là je vais faire mon travail de secrétaire général de l'UMP, qui va consister naturellement à ouvrir tous les débats. Mais sinon, c'est pas quelqu'un comme moi à qui il faut confier l'animation de notre mouvement. Et encore une fois, que les choses soient très claires, jamais je ne ferais tout cela si, naturellement, je n'avais les encouragements du président de la République. Oui, mais justement, donc voilà, je crois qu'il faut... La dernière fois, vous avez parlé avec peu... Nicolas Sarkozy, la dernière réunion d'état-major de l'UMP, et vous avez dit, moi, j'en ai marre, je ne peux pas me faire taper sur les doigts à chaque fois que je lève un débat. Nicolas Sarkozy n'a pas été très clair dans la réponse. Donc, au fond, il n'est pas sûr qu'il vous départage dans le sens qui vous arrange. Vous deviez certainement être plus là que moi à cette réunion, c'est pour ça que vous en parlez si savamment. D'abord, je n'ai jamais dit « j'en ai marre ». C'est pas mon genre. Vous savez, pour que je dise j'en ai marre, il faut vraiment aller me chercher beaucoup plus loin que vous ne le faites là, je vous assure. Vraiment, vous pouvez continuer sur ce rythme, il n'y a aucun problème. Deuxièmement, sur le fond, disons les choses. Jamais je ne ferai tout cela si le président de la République me disait on ne fait plus de débat, c'est fini. Il a dit exactement l'inverse. Donc pour moi, les choses sont parfaitement claires. Nous pensons, lui comme moi, qu'un parti politique qui ne débat pas est un parti qui se meurt. Qu'un pays qui ne se débat, qui ne débat pas est un pays qui n'est pas en situation de préparer son avenir. Justement, sur le président de la République, au fond, vous n'avez jamais manqué, depuis maintenant 3 ans et demi, aucune occasion de dire que vous étiez à votre compte. Et là, vous avez réussi à convaincre Nicolas Sarkozy de vous confier les clés du parti. Jean-François Copé, on a envie de vous demander ce que vous lui avez dit. Comment vous l'avez convaincu? Quels furent vos mots? Écoutez, mes mots étaient très simples. C'est une offre de service que je lui ai faite parce que j'avais envie de m'engager à fond pour lui. Mais vous lui avez dit que vous alliez travailler pour lui? Oui, absolument. À son compte à lui. Et pas à votre compte. Pas à votre compte. Pas à votre compte à vous. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il vous a dit, vous racontez ça dans un livre, Un député, ça compte énormément. Vous racontez qu'il vous a dit en 2006, maintenant tu es à ton compte. Oui. Là, vous n'êtes pas à votre compte. Mais le fait d'être dans cette situation ne signifie pas qu'on ait l'esprit collectif. Vous savez, je vais vous dire une chose. En 2007, quand j'ai été élu président de notre majorité à l'Assemblée, toute une série de gens qui étaient d'ailleurs proches du président disaient de toute façon Copé, comme on dit, il est perso, il réussira rien du tout, etc. Je crois avoir fait la démonstration que je suis beaucoup plus collectif que certains ne le croient. Laissez-moi finir. Beaucoup plus collectif. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles le président de la République a choisi de me faire confiance, c'est qu'il sait pertinemment que quand je dis que je m'engage, je fais les choses. Et vous évoquiez tout à l'heure 2 ou 3 personnalités qui grognent un peu, c'est la vérité, je suis le premier à le regretter. Mais vous ne pouvez pas dire, en tout cas moi je ne vous laisserai pas dire que je ne rassemble pas. Parce qu'en fait, on fait beaucoup dans ces choses-là, beaucoup. C'est beaucoup d'investissement personnel. La seule condition que j'y mets, c'est qu'on le fasse en étant positif. On ne peut pas construire une dynamique ensemble si on n'est pas positif. Et moi, le seul critère de lecture, c'est qu'on soit collectif et positif. Donc vous souhaitez vraiment que Nicolas Sarkozy soit réélu en 2012 ? Bien sûr. Écoutez, non seulement je le souhaite, mais je mobilise autant que je le peux. En un mois et demi, pas ça, hein. Enfin, pas beaucoup de gens, si vous le permettez, Olivier Mazerolle. Il peut y avoir des gens qui ont intérêt à dire cela. Vous savez, c'est la nouvelle mode. Hein. On me le dit de moi, on le dit même du Premier ministre, qu'il aurait soi-disant pas intérêt non plus à ce que le président réussisse. C'est totalement débile. Excusez-moi, c'est débile. Débile de penser qu'un secrétaire général du parti majoritaire et qu'un Premier ministre ne travaillerait pas
au succès du vous président de la République. Le Premier ministre n'est pas certain que Nicolas Sarkozy soit candidat à sa réélection. Il dit que Nicolas Sarkozy est tellement orgueilleux que s'il n'est pas sûr d'être élu, il ne se présentera pas. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Il dit ça après le Premier ministre? Absolument. Il est même contredit par Alain Juppé qui lui répond que Nicolas Sarkozy est tellement orgueilleux qu'il ne pense pas pouvoir perdre. Écoutez, moi je vais vous dire, je ne suis pas forcément le meilleur spécialiste de la psychanalyse de comptoir, donc ne me cherchez pas sur ce thème. Moi, ma conviction est faite que le président de la République se représentera. Je serai avec lui à 2000%, il le sait parfaitement, et quelles que soient les différences qui peuvent exister entre nous, il sait qu'il a en moi quelqu'un de totalement engagé pour sa victoire, que tout doit être fait pour empêcher la gauche de passer et de pouvoir poursuivre les réformes que nous avons engagées. Voilà. Et je vous le dis, et c'est celui qui vous le dit, est quelqu'un qui a su, lorsque c'était nécessaire, marquer sa différence, je vous le dis très simplement, qui peut avoir des désaccords et qui les assume, mais qui sur ces sujets, lorsqu'il s'engage, le fait, parce que je le répète, je connais bien mon histoire de France récente, la droite n'a jamais survécu à ces divisions, alors que quand elle était rassemblée, elle a fait des grandes choses. Dernière question. Voilà, des divisions de la droite. Sur Dominique de Villepin, vous l'avez rencontré en décembre, vous nous le confirmez? Oui, bien sûr. Est-ce que vous l'avez revu depuis? Non. Et est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui vous avait demandé de jouer les go-between? Mais pas du tout, d'abord, absolument pas. J'ai une relation très personnelle et très amicale depuis bien des années déjà avec Dominique de Villepin, et donc nous nous sommes parlé évidemment de toutes ces questions. Mais vous avez sondé ce qu'il y avait dans sa tête, dans son cœur. Écoutez, ne m'en veuillez pas, c'était un entretien privé. Mais vous pressentez qu'une réconciliation est possible avec Nicolas Sarkozy et Dominique? Écoutez, je la souhaite en tout cas. Vous la souhaitez? Pour l'instant, vous ne la sentez pas venir? Mais j'ai jamais dit que je ne sentais pas venir. Je vous pose la question. Je ne sais pas, c'est pas à moi de faire ce genre de choses. Je suis incapable, je ne suis pas venu avec la boule de cristal, chacun son métier. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce que nous nous sommes dit ne regarde que nous deux, Dominique de Villepin et moi. Et qu'à la question, est-ce que je souhaite que, bien entendu, il se réconcilie? Évidemment que je le souhaite.